Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va attendre 2 petites minutes afin que tout le monde puisse se connecter et on démarrera la présentation du fonds Mirova avec Marc Romano. Donc on attend 2 petites minutes. Merci. Pardon. Bonjour à tous. Mon micro était fermé, donc je vais recommencer maintenant. Ravi de vous accueillir, de reprendre ce webinaire de Private Equity. Très heureux de vous accueillir Marc Romano de Mirova qui va nous présenter le fonds à impact en Private Equity Mirova. Doublement heureux de l'accueillir pour plusieurs raisons. Continuer à démocratiser la Private Equity. D'une part, il y a peu de fonds en réalité de Private Equity à impact qui souhaitent destiner aussi à une population non institutionnelle. Et Mirova fait ça maintenant depuis plusieurs décennies. Donc, on ne peut pas non plus les accuser de greenwashing, chose qui a été depuis quelques mois un peu pointée du doigt par certains acteurs. Marc, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il a une formation en réalité d'ingénieur, voire de pur mathématicien. Il a été sur les bancs de l'ENS, probablement l'école la plus prestigieuse en France. Il a suivi une carrière académique où il a été professeur à Dauphine et il a après travaillé par la suite dans les fonds les plus prestigieux en France, Amundi, Rothschild, Natixis, donc en passant par AXA. Et il a décidé donc de rejoindre Mirova en 2021 pour s'occuper justement de la partie à impact. Vous connaissez maintenant un peu le format. Le format, c'est 45 minutes maximum de présentation du fonds. On laissera Marc présenter. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Je ferai en sorte de faire le relais. Puis 15 minutes de questions, notamment si on n'a pas pu aborder toutes les questions que vous avez pu poser lors de la note. Donc Marc, c'est à toi. Merci Olivier pour la présentation. J'ai été aussi entrepreneur, ça a aussi son importance. Ah, je ne l'avais pas. Raconte-nous un peu. Entre AXA et le Crédit Agricole, j'ai créé une société, une start-up en finance qui a été rachetée par le Crédit Agricole. C'est comme ça que j'ai rejoint le Crédit Agricole. Donc, j'ai aussi une expérience d'entrepreneur, voilà. Juste pour être complet. Alors, je vais partager mon écran. Normalement, c'est là. Toc. Donc, normalement, vous voyez l'écran. Si la technologie est avec moi, oui, c'est le cas. Moi, je le vois.
Donc moi, je vais effectivement vous parler d'un fonds qui s'appelle Mirova Environment Acceleration Capital. Alors, on peut dire beaucoup déjà avec le début. Mirova, ça vous dit que comme tous les fonds Mirova, c'est un fonds très engagé. On est SFDR 9, on est un fonds à impact, on a de l'appel Greenfield. Environnement, c'est notre focalisation. Nous, on va s'intéresser à tout ce qui est la transition environnementale au sens large. On a une thèse d'investissement dans ce fonds qui est double. Une conviction très forte que l'innovation fait partie de la solution, des enjeux environnementaux auxquels on fait face. Et que les entreprises qui innovent en développant des solutions qui apportent des impacts positifs sur l'environnement, en fait, bénéficient de trends, de tendances sociétales, réglementaires, consuméristes fortes qui nourrissent leur croissance et donc leur valorisation. Donc, pour tout de suite évacuer quelque chose, il y a pu y avoir des longs débats sur savoir si l'impact se fait au détriment du rendement. Nous, on pense que non. On pense qu'au contraire, l'impact contribue au rendement et vous allez le voir sur les deals que nous avons déjà en portefeuille. On a plusieurs assez bonnes illustrations de cette situation. Sachant que le fonds a démarré en 2021, qu'on est à peu près à 180 millions d'actifs sous gestion aujourd'hui, et on a réalisé, à date d'aujourd'hui, 7 opérations. La 7e, on l'a fait aujourd'hui. Et vous verrez qu'elles illustrent bien cette thèse d'investissement. Et Acceleration Capital, ça vous dit à quel moment on investit. Vous savez, en private equity, il y a un peu d'une famille très large qui va de la maternelle au lycée, voire à l'université. Donc, on a la partie capital risque, on a la partie buy-out à l'autre bout. Et nous, on est entre la jonction entre le capital risque et en bon français, ce qu'on appelle le gros, en gros la croissance. Nous, on va investir dans des entreprises qui ont une technologie prouvée et éprouvée, qui ont déjà des revenus. Elles ne sont pas nécessairement profitables. Bon, elles vont l'être à un horizon de 2 ans. Si vous voulez visualiser, on investit au moment où les entreprises quittent le bas de la courbe en J. Et comme on est sur l'environnement, on va s'intéresser à 5 grands thèmes: les énergies propres, l'économie circulaire, l'agrotechnologie, l'optimisation des ressources naturelles et un ensemble ville intelligente où vous allez trouver l'efficacité énergétique, les nouvelles mobilités et la pollution. On investit en Europe, proche de nos territoires. On est au minimum 50% en France, au minimum 80% en Europe. Et si on sort d'Europe, on est au Canada, aux États-Unis et en Israël. Je suis d'ailleurs au Canada pour une due deal sur un investissement qu'on espère réaliser avant la fin du mois de juin. Et on est des investisseurs, après, private equity simple, on prend des participations dans les entreprises. On est typiquement minoritaire. Nous, on va investir un peu au moment avant la sortie complète de tout le monde. On aime bien l'idée, les tours dans lesquels on investit. On peut s'autoriser à être majoritaire, mais on est typiquement minoritaire. Comme je vous l'ai dit, le fonds est impact, il est labellisé Greenfield. On vous fait une double promesse, en fait. On vous fait une promesse de rendement financier et d'impact positif sur l'environnement. Et pour être cohérent avec cette double promesse, 50% de la rémunération variable de l'équipe de gestion, le carried interest dans notre jargon, est conditionné à l'impact. Et par ailleurs, on a décidé d'allouer 15% de cette enveloppe de carried à la Fondation Mirova, qui est à but non caritatif. C'est un fonds qui va avoir comme stratégie de porter les entreprises pendant 5 ans. Nous, notre objectif, c'est de faire x3 quand on investit sur l'horizon, ce qui nous amène en fait à cibler en fait un multiple brut de 2,5 en moyenne sur le fonds, ou un TRI de 20%, qui va se traduire en net pour vos clients à un TRI de 1,9, un multiple de 1,9, pardon, et un TRI de 13,3 s'ils vont dans la paire qui fait des appels progressifs, ou 11 s'ils vont dans la part qui fait un appel unique. Cette part qui fait un appel unique étant par ailleurs éligible au 150 0 BTR, donc au réemploi, ce qui peut présenter un certain attrait pour certains clients entrepreneurs qui viennent de vendre leur entreprise.
On a une très belle équipe sur ce fonds. C'est moi qui parle, mais je suis entouré de gens très qualifiés. La philosophie de Mirova, c'était d'avoir une équipe de gens qui ont des profils très divers. En private equity, vous avez un peu deux modèles. Vous avez le modèle très uniforme dans l'origine des gens parce qu'on pense qu'ils travaillent bien ensemble, avec des directeurs qui sont très autonomes et qui, en gros, ont un ownership très fort sur les transactions. Nous, on va être exactement à l'opposé. On va avoir une équipe très diversifiée en origine et on va avoir un travail extrêmement collectif. Je crois que j'ai acquis de mon expérience l'idée que plus vous avez des profils différents qui analysent une transaction, plus en fait vous avez la chance d'éviter les angles morts et d'avoir une meilleure compréhension. Johanna est polonaise, elle a plus de 15 ans d'expérience en investissement. Avant de rejoindre Mirova, elle était directeur d'investissement, c'est Suez Venture, le fonds VC de Suez, et avant ça, fait une carrière dans les énergies renouvelables dans les pays de l'Est. Youssef, lui, a fait une bonne partie de sa carrière dans un fonds impact qui s'appelle Citizen Capital, où il était directeur d'investissement. Il a rejoint Mirova pour avoir plus d'impact avec un fonds plus important et pan-européen. Anne vient avec un profil assez intéressant, parce qu'elle a commencé en infrastructure, puis elle a rejoint un family office, celui du fondateur d'EDF Énergie Renouvelable, Eren, qui est entre-temps devenu Total Eren. Et elle a été pendant 7 ans en charge du M&A, donc elle a investi dans des startups, dans l'énergie et dans l'énergie et l'eau, pardon. Et Vanessa est brésilienne, elle est basée à Londres. Trouvait assez pertinent d'avoir quelqu'un sur le marché londonien qui est quand même assez important. Et elle a un profil, elle était en fait chez Mirova dans une autre verticale d'investissement, elle a décidé de nous rejoindre. Et avant Mirova, elle était chez CDC, mais pas le nôtre, celui des Anglais, le Commonwealth Development Council, où elle était sur du private equity, en agri et en économie circulaire. Et enfin, Kenza est au sein de l'équipe recherche ESG de Mirova. C'est un de nos points forts. Chez Mirova, il y a plus de 22 professionnels dédiés à l'analyse. Et Kenza est au sein de ces 22 un peu notre agent de liaison. C'est elle qui va nous permettre, sur chaque opportunité, d'accéder les experts qui ont une connaissance fine de l'industrie qu'on regarde et qui vont nous permettre d'être plus pertinents dans l'analyse. Et vous noterez que c'est une équipe majoritairement féminine, ce qui est une certaine fierté, ce qui n'est pas toujours le cas en private equity. Donc nous, notre thèse, je l'ai évoqué, je vais vous le redire, on veut à la fois générer un impact positif et avoir des rendements financiers attractifs. En ayant une approche duale, on ne fait aucun compromis sur les deux dimensions, à la fois sur les qualités financières des entreprises et leur qualité d'impact. Et on s'intéresse vraiment à des sujets qui sont des méga tendances avec une forte dimension d'innovation qui constituent des barrières à l'entrée et pour avoir un socle solide sur la création de valeur. Dernier point, en private equity, entrer, c'est quelque chose, sortir, c'est encore plus important. Vous avez 3 grands types de sorties. Soit vous allez chercher à mettre sur le marché, soit vous allez revendre un autre fonds, soit vous allez vendre ce qu'on appelle un stratégique, en gros un industriel existant. Nous, on a une tendance à favoriser cette dernière option, et en tout cas à l'intégrer dans notre thèse d'investissement dès le départ, pour 2 raisons. La première, c'est que ça vous donne un très bon guideline et garde-fou sur le prix que vous êtes amené à payer, puisque en vous posant la question de à qui vous allez le vendre, vous allez avoir quand même une idée assez précise d'à quel prix il va l'acheter, parce que cet industriel, il est souvent coté, il a des multiples, et donc vous allez pouvoir un peu comparer le business plan stressé que vous avez bâti. Qu'est-ce que ça vous donne comme, par exemple, valeur d'EBIT à 5 ans, et le comparer à ce que ça voudrait dire, suivant les cibles, en termes de valorisation. Comme vous voulez faire x3, ça vous donne une idée assez précise de combien vous pouvez payer aujourd'hui. Et la deuxième raison pour laquelle c'est important d'avoir ça dès l'entrée, c'est qu'on va le mettre sur la table avec les gens avec qui on investit. S'ils ne sont pas d'accord avec cette approche, nous, on passera. Parce que quand vous voulez vendre un industriel, il faut que tout le monde sorte en même temps, parce qu'un industriel ne veut pas être minoritaire.
Et donc, c'est assez cœur dans notre stratégie d'investissement. Et on pense que c'est un élément important dans la création de valeur de la stratégie. Donc, 5 grands thèmes d'investissement que je vous ai cités. Donc, énergie propre, ville intelligence, ressources naturelles, agrotechnologie, économie circulaire. On a 9 grands thèmes. Donc, nous, on va mesurer notre impact à travers les objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU en 2015 pour ce qu'ils appelaient la décennie de l'action. Il y en a 17. En fait, il y en a 9 qui sont clairement liés à l'environnement, la santé, l'eau, les énergies propres, les infrastructures, la cité durable, l'économie circulaire, l'action climat, la vie sous l'eau et la vie sur Terre. Et puis, il y en a 3 autres qui sont adressés de manière plus indirecte, mais dans ce fonds, il y a également une forte dimension création d'emplois, parce que quand vous investissez dans des boîtes qui sont en phase d'accélération, souvent, ça veut dire qu'il va y avoir des recrutements techniques, commerciaux, pour accompagner le déploiement de l'innovation. Et comme on est Mirova, on est très attentif aux pratiques ESG, donc comment l'entreprise elle-même est conduite. Et donc, de manière indirecte, on va adresser des problèmes d'égalité, de réduction des inégalités et de qualité du travail. Nous investissons dans l'entreprise dont 100% du modèle d'affaires a un impact positif, des solutions et des technologies éprouvées, comme je viens de le dire, des bonnes pratiques. Alors, vous verrez sur la slide, on a écrit qui mettent ou souhaitent mettre en œuvre. Vous avez sans doute dans vos clients des entrepreneurs. Un entrepreneur, ça doit conduire beaucoup de batailles, il y a beaucoup de fronts, et l'exemplarité ESG n'est pas nécessairement sa priorité. En tout cas, il peut pas. C'est pas toujours le cas. C'est souvent le cas, mais pas toujours. On a par exemple une entreprise du portefeuille c'est des ingénieurs dans l'automobile. On va dire qu'au niveau diversité, c'était pas extraordinaire. Sur les 14 collaborateurs, quand nous avons investi, il y avait 14 hommes. Même l'assistant était un homme, pardon. Ils ont progressé. Ils ont maintenant une directrice générale femme. Donc, pour nous, ce qui est important, ce n'est pas tellement la photo au moment où on investit, c'est la feuille de route et savoir s'ils sont prêts à progresser. On veut un modèle d'affaires éprouvé, ça veut dire des revenus, et des boîtes qui sont rentables ou sur le point de l'être. Dernier point, essentiel aussi, quand on parle d'impact, il y a l'intention, mais il y a aussi l'additionnalité. Et nous, notre additionnalité, c'est d'apporter de l'énergie aux entreprises pour leur permettre d'aller plus haut, plus fort et d'augmenter leur impact. Donc, l'essentiel de notre investissement doit être une augmentation de capital. On ne s'interdit pas de faire ce qu'on appelle du secondaire, donc de sortir des investisseurs existants, mais ça doit être minoritaire dans le round dans lequel on investit. On ne fait pas d'infra, on ne fait pas de capital risque, on ne fait pas de sociétés qui sont pures. Évidemment, on ne fait que des sociétés en pays développés, 50% en France, 80% en Europe, un peu de Canada, Israël et États-Unis à hauteur de 20% maximum. Marc, je me permets de t'interrompre. Justement, il y a ce que vous ciblez. Et comment vous le ciblez justement? Comment vous faites tout ce sourcing-là? Il semblerait qu'il y ait une énorme équipe data avec toi, avec tes équipes. Ils y contribuent ou c'est… Alors, mon truc s'est arrêté. Alors, comment on source? C'est une très bonne question. D'ailleurs, je me rends compte que je ne l'ai pas là. On va sourcer nos opérations de 3 manières. Alors, la première, qui est la principale source, c'est qu'on est Mirova. Alors, ça peut paraître un peu arrogant, mais en fait, ça ne l'est pas. Mirova est reconnu comme un acteur central de l'investissement responsable et à peu près toute entreprise qui fait une levée, qui a elle-même une forte dimension responsable, va appeler Mirova. On a évidemment l'équipe, on a toutes les équipes autour de nous. Mirova, c'est près de 5 milliards d'actifs non cotés en infrastructure, en capital naturel. Donc, on a quand même tout un écosystème qui nous connaît très bien et on voit arriver beaucoup d'opérations comme cela. Ensuite, on a évidemment les banques d'affaires qui nous connaissent. Et puis, nous screenons les portefeuilles des fonds de capital risque. Pourquoi? Parce que leur sortie, c'est nos entrées. Et ce qu'on essaye de faire, vous allez peut-être entendre parfois des fonds de private equity qui vous disent qu'ils ont un pipeline propriétaire. Depuis que je bosse, je ne sais pas ce qu'est un pipeline propriétaire, je cherche toujours. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous faire connaître des entreprises avant qu'elles soient enlevées. Ça vous permet de bâtir une compréhension commune
Et le jour où elles sont en EV, vous êtes mieux positionné pour éventuellement prendre une part prépondérante dans la transaction. Donc, c'est ce qu'on fait. On screen un certain nombre de fonds de capital risque qu'on respecte et on identifie des entreprises qui nous paraissent intéressantes pour engager le dialogue avec leur management avant qu'ils soient en levée et nous permettent éventuellement d'investir, en tout cas d'être bien positionnés au moment du tour compétitif. On a 2 deals dans le portefeuille qui ont été régénérés comme ça. Pour avoir un ordre de grandeur, je n'ai pas le chiffre là fin mai, mais à début mai, on a en 18 mois revu plus de 550 opportunités. On doit en avoir à peu près 2 par semaine qui tombent, quelque chose comme ça. Et dans ces 650, vous avez en gros un tiers qui était trop jeune par rapport à notre thèse. Ceux-là, on fait toujours l'effort de leur parler parce que les trop jeunes d'aujourd'hui, c'est notre pipeline de demain. Un tiers qui ne nous convainquait pas, soit en termes d'impact, soit en termes de thèse financière, et un tiers envisageable. Et sur ce tiers envisageable, on a fait 7 deals aujourd'hui. Et il y en aura sans doute 2 autres qui vont arriver avant l'été. Hyper clair, merci beaucoup, Marc. Donc, peut-être parlons de qu'est-ce qu'on a fait, si mon ordinateur veut bien, parce que je pense que c'est la meilleure manière de vous montrer ce qu'on va faire. Il y aura au final environ 25 opérations dans ce portefeuille. Nous faisons des investissements entre 5 et 20 millions, c'est-à-dire 10-15 millions, c'est notre point clé. Ombrea, c'est le premier deal qu'on a fait. C'est une entreprise d'Aix-en-Provence. C'est des gens, c'est des agronomes, ils sont attaqués à un enjeu qui est d'adapter les cultures au réchauffement climatique et à l'aléa qui vient avec, en développant des ombrières qui font de l'ombre sur les cultures, qui permettent de contrôler le microclimat au niveau de la plante et ainsi d'éviter un certain nombre d'aléas. Vous avez, je suis sûr, entendu parler des enjeux des hivers trop chauds qui font qu'un certain nombre de plantes, les vignes notamment, démarrent trop tôt, les vignes ou les arbres fruitiers, avec un effet désastreux en avril quand il y a du gel. Là, en fait, on va utiliser les ombrières de janvier à mars pour ralentir le développement de la plante, qu'elle se synchronise sur son développement séculaire et passer avril sans problème. Ensuite, on le voit, on le devine sur la photo, sur ces infrastructures, vous pouvez aussi mettre des filets anti-grêle. Vous allez pouvoir protéger contre la grêle vos cultures. Et surtout, évidemment, vous allez faire de l'ombre et éviter l'excès d'ensoleillement. Là, vous avez un des premières fermes sur la vidéo qui est des pivoines. Il y a un impact extrêmement important sur la profitabilité et la productivité de l'entreprise. Évidemment, ces infrastructures coûtent de l'argent. Et ce que vous avez deviné sur la vidéo, c'est que le système qui fait de l'ombre, c'est des panneaux photovoltaïques. Donc, on va générer de l'électricité en même temps qu'on protège la plante. Et ça, c'est stratégique parce que le foncier agricole, c'est sans doute un des principaux fonciers disponibles pour faire de l'électricité photovoltaïque. Mais si vous n'avez pas de bénéfice agricole, jamais un vigneron, un agriculteur vous laissera mettre des panneaux solaires sur ses terres. Et en fait, c'est un partenariat à 3. Vous allez avoir un énergéticien, un Total, un Iberdrola, un Enel qui va financer l'infrastructure, qui en échange va recevoir l'électricité pendant 30 ans. Vous avez un agriculteur qui va avoir le bénéfice agricole en échange d'avoir donné l'accès à sa terre. Donc, il ne paye rien de l'infrastructure, mais il n'a pas l'électricité. Et puis, vous avez un Ombrea qui va, d'une part, concevoir et implanter le système, être rémunéré pour ça, mais surtout, c'est Ombrea qui va opérer le système pendant les 30 ans. Et en fait, la barrière à l'entrée d'Ombrea, ce n'est pas tellement les panneaux qui coulissent. Il y a un peu de technicité, il faut que ça tienne par tous les temps, mais c'est la donnée agricole qui vous dit quand est-ce qu'il faut déployer le panneau, quand est-ce qu'il faut le refermer. Parce que en fait, les systèmes sont pilotés à distance par Ombrea, et Ombrea est rémunéré pour ça. Très belle entreprise, très forte accélération. Je ne veux pas un dessin en 2022 entre le climat, la crise en Ukraine, le besoin dual de protéger les cultures et de produire l'électricité verte a fait qu'accélérer. Et on a une très belle accélération sur Ombrea. Et Ombrea, c'est une entreprise qu'on revendra à un énergéticien à un horizon peut-être plus rapide que ce qu'on pourrait penser. Deuxième entreprise du portefeuille, Talano Technologies, c'est mes ingénieurs dont je parlais tout à l'heure. Ils s'intéressent à un sujet dont j'espère vous avez conscience, parce que sinon ça veut dire qu'on n'a pas bien fait notre job. Mais la principale source de pollution à microparticules dans les villes est liée au freinage.
que ce soit le freinage des voitures, des bus, des camions, mais aussi des tramways, des métros. Pour avoir un ordre de grandeur, sur une rame de RERC parisien, vous avez à peu près 1,2 tonne de plaquettes de frein. Et là où sur votre voiture, vous devez changer vos plaquettes tous les 2-3 ans suivant votre mode de conduite, sur une rame de RER, ils les changent quand elles sont usées à 70%, ils les changent tous les mois. Donc en gros, une rame de RER, ça émet 1 tonne de poussière par mois. Et où, dans les stations, je pense que ceux qui ont déjà eu l'occasion de prendre le métro, voient bien les stations toutes noires de ces poussières. Donc c'est un sujet de santé publique majeur. Talano a un peu plus de 10 ans d'existence, ce qui est le cas d'à peu près toutes nos boîtes. Dans l'indifférence générale, pourquoi on investit? Parce qu'il y a une double accélération. Côté ferroviaire, il y a la prise en compte de cet enjeu par la puissance publique, parfois aidée par exemple, la mise en examen de la présidente de la RATP en juin 2021 pour mise en danger de la vie d'autrui à titre personnel à cause des poussières de frein dans le métro. Mais pas qu'en France. Je vous l'ai dit, on a été sélectionné par la région Île-de-France. On a été sélectionné par le métro de Séoul, Shanghai. On est en discussion avec Berlin, Londres, mais aussi Bordeaux et Lyon. Donc, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Et puis, sur l'automobile, on a un constructeur ne mettra jamais un système sur un véhicule s'il n'y a pas, soit s'il y a un impact fort sur l'achat, soit s'il y est forcé. Personne ne va acheter une voiture parce qu'elle émet moins de poussière de frein. Par contre, la Commission européenne, dans ses normes pour la pollution, sa 7e version des normes, Euro 7, qui a été révélée le 10 novembre 2022, prévoit qu'à partir de juillet 2025, un seuil d'émission maximum sur tous les véhicules neufs vendus en Europe. Et ça crée d'un seul coup une accélération très forte pour Talano, qui aujourd'hui est la seule technologie qui permet de répondre à cet enjeu. Et donc, on est plutôt content, sachant que le modèle de Talano, c'est de ne pas fabriquer. Ils sont en fait des ingénieurs, ils adaptent le système au véhicule, et c'est l'équipementier du constructeur ou les équipementiers qui vont fabriquer en payant la licence à Talano. Très belle entreprise qui, elle, est en région parisienne, qui est maintenant même à Paris. Troisième ligne dans le portefeuille, c'est un sujet dont vous avez sans doute déjà entendu parler. C'est la problématique des Marc, moi en tout cas, je t'ai perdu. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais je ne t'entends plus. Allô, allô? Bon, je crois qu'on a un peu perdu Marc. J'imagine que c'est temporaire. Je pense qu'il va essayer de se reconnecter. Sinon, je ne sais pas, Maxime, si tu as un peu plus d'infos. Oui, on peut peut-être attendre 1 minute. Je pense qu'il y a dû avoir un saut de connexion. Je vais lui écrire par SMS et puis en fonction. Ça marche. Il est au courant que ça a sauté ou il est parti? Enfin, il faut qu'il ait Non, conscience. je pense que ça a sauté et puis qu'il va revenir. Tu vois, il s'est déconnecté, il va se reconnecter, je pense. Parfait. Merci beaucoup. À tout de suite.
Je vais probablement prendre le relais le temps que la présentation se recharge et le temps que Marc revienne. Ça marche, merci Maxime. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore, non. Je crois que c'est en train de... Ah, on a retrouvé Marc. Allô, Olivier. Parfait. Ouais, alors, je suis désolé, je viens de me mettre sur mon portable. Je ne sais pas ce qui se passe. Manifestement, le Wi-Fi vient de sauter là où je suis. Et donc, un peu les aléas du direct. Je ne sais pas où je vous ai perdu. Si Maxime m'avait envoyé un petit SMS. Oui, on t'a perdu à la... Seul face à mon écran. On t'a perdu à la fin de Talano, donc j'ai repris la main sur les slides et je visionne Agronutrice. Très bien, bah, parfait. On ne visualise pas encore la présentation. Tu as moyen de partager les slides, Maxime? Oui, je suis dessus. Normalement, c'est tout bon, elle doit être en train de charger. Super. Peut-être une question en attendant. Désolé. Non, donc, pas de problème. Je ne sais pas ce que tu as dit sur Agronutrice, mais... Non, on n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé sur Agronutrice, mais peut-être une question en attendant que la présentation se charge. C'est une question de Samy, mon associé. Donc, c'était sur la question sur la période 2022, sur comment, pour vous, ça s'est concrétisé. Est-ce que c'était plutôt une période d'opportunité, au contraire, une période compliquée pour vos entreprises en portefeuille? Quelle a été votre expérience sur l'année 2022? Bon, ça a coupé. Vous me demandez comment on a vécu 2022. 2022, ça a été une année de transition, hein, comme beaucoup dans le private equity, qui est liée en fait à un peu un changement de mode, mais qui en fait sur notre secteur d'investissement a été assez modéré. Première chose à avoir en tête, nous on investit sur des entreprises qui sont déjà assez mûres, qui ont une accélération forte, qui sont sur des thèmes qui quelque part répondent à la crise et donc vont je ne vais pas dire en bénéficier, mais en tout cas vont être très résilients par rapport à la crise. Donc on a les beaux dossiers restent quand même toujours très demandés. On a vu moins de pression sur les valorisations. Donc, nous, on est au début du déploiement du fonds. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on avait pu voir en 2021 des deals à des prix pas raisonnables, entre autres, du fait d'acteurs américains, VC, qui avaient des pratiques de pricing qui ne nous paraissaient pas raisonnables. Ceux-là ont disparu du marché européen. Et on a, je dirais, une meilleure capacité à négocier les valos avec les entrepreneurs. Donc ça, c'est plutôt favorable. Évidemment, on est quand même très attentif aux problèmes. Et nous, on investit dans des entreprises qui ont peu de CAPEX pour éviter justement des problèmes de financement lourds. Et par contre, on est très attentif aux OPEX sur nos entreprises pour donc tout ce qui est... il y a clairement un impact de l'inflation, mais... le point qui est assez intéressant, un peu psychologique, quand vous avez des entrepreneurs qui ont été un peu biberonnés, si vous passez l'expression, au cash gratuit, ils avaient un peu l'habitude d'avoir des business plans qui atteignaient les étoiles, mais sans jamais la profitabilité. Et quand vous venez les voir en leur disant, écoutez, c'est sympa, mais maintenant, il va falloir être profitable à 2 ans parce que
Parce que moi, je veux que tu sois profitable à 2 ans pour pouvoir te revendre dans 5 ans. Parfois, ils ne vous écoutaient pas, ou en tout cas, ils ne voulaient pas de vous comme investisseur parce qu'ils disaient qu'on manquait d'ambition. Ça a beaucoup changé. Et maintenant, les gens nous écoutent beaucoup plus. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle de notre point de vue, puisqu'on est. Et on a quelques exemples, même dans le portefeuille, où les gens ont convergé vers cette idée il faut être profitable. Donc, d'un certain point de vue, c'est un peu douloureux pour certains, mais nous, on trouve que l'année 2022 a marqué une inflexion intéressante, à la fois sur les valos. Ah, on a à nouveau perdu Marc. ça va être compliqué. La technologie a des failles. Il semblerait. Est-ce que de mon côté, vous m'entendez? Est-ce que vous voyez la présentation ou pas? Moi, je ne vois pas la présentation. Je t'entends, par contre, très bien. Alors, c'est étonnant. Mais peut-être que je suis le seul et que j'ai rien compris, mais est-ce que les personnes sur le chat... Non, Antoine dit qu'il ne voit pas. Marc, on t'a retrouvé. Moi, je ne vois pas la présentation non plus. Je suis revenu. Voilà, je viens de me mettre sur le réseau cellulaire, parce que c'est pas possible, c'est insupportable. Et là, c'est bon. Et là, ça va être bon, je pense. Voilà. Super. Voilà. Bon. Peut-être donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Olivier. Si, ça répond, mais j'en ai une autre, parce que je trouvais que c'était intéressant quand tu as mentionné l'effet de changement de mode. Nous, on ne vient pas tous du private equity, en tout cas, toutes les personnes qui t'écoutent aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le cas. Est-ce que tu peux peut-être justement nous parler de ce changement de mode? C'était quoi avant la mode et quelle est la nouvelle mode en quelque sorte sur le private equity? Je pense que tout le monde a des exemples d'entreprises qui devenaient des licornes sans être jamais profitables, qui avaient des valorisations basées par exemple sur des multiples de revenus. Moi, à mon âge, je ne sais toujours pas ce que c'est qu'une valorisation sur un multiple de revenus. Moi, je comprends le résultat, mais pas le revenu. Et ça a été très tiré par, on va dire, la tech Internet et les fonds VC, en particulier américains, qui ont cherché à se développer vers des boîtes plus mûres, mais en appliquant les mêmes techniques de valo, et donc et avec une idée que c'était la croissance qui était reine, et que de toute façon, on trouverait toujours à faire des tours supplémentaires pour financer l'entreprise. Et ça, c'est quand même passé. J'étais ce matin dans une conférence à Montréal sur la clean tech. On voit clairement que d'une part, les levées sont plus compliquées à faire. Il y a plus de discrimination. C'est plutôt les boîtes de qualité. Donc, dans les fonds de capital risque, les boîtes qui sont moins bonnes vont avoir des problèmes. Donc, il va y avoir un peu plus de casse. Et donc ça, c'est un peu un changement de mode dans le private equity. C'est l'idée que il faut qu'on accompagne nos entrepreneurs vers la profitabilité si on veut pouvoir les sortir. Nous, c'était notre stratégie, parce que quand vous voulez vendre un industriel, c'est très difficile de vendre une boîte à un industriel si elle n'est pas profitable. Donc, dans notre thèse, il faut que la boîte soit profitable à 2 ans. Et alors, je ne sais pas si j'étais coupé à ce moment-là, mais donc, désolé si je me répète, mais on avait des entrepreneurs avec qui on avait du mal à faire passer ce message. Et maintenant, ils nous écoutent. Et ils sont beaucoup plus ouverts à avoir des stratégies peut-être moins tout feu, tout flamme, mais qui sont mieux maîtrisées et qui permettent une profitabilité à moyen terme ou court terme. Voilà. Très clair, merci. Donc, tu as parlé d'Agronutrice, Maxime? Non, je viens de lancer la vidéo. Je viens de lancer la vidéo Agronutrice. Bon. Donc, Agronutrice, c'est la 3e ligne dans le portefeuille. On est dans un domaine très dont vous avez sans doute entendu parler, qui sont les protéines alternatives à base d'insectes. Il y a plusieurs acteurs assez visibles, en particulier en France. Insect, qui a fait des levées gigantesques. Protix, Innovafeed, qui n'est pas français, et Agronutrice, c'est un peu le 4e acteur. Nous, ce qui nous a beaucoup plu chez Agronutrice, c'est que d'abord, ils ont plus d'antériorité que tous les autres. Ils ont une très bonne maîtrise du processus. Ils ont déjà une usine à Toulouse qui tourne, donc ça nous a permis de valider leur processus industriel.
Ils avaient fait une petite erreur stratégique, ils se focalisaient sur la protéine d'insectes pour l'être humain. Super idée, sauf l'alimentation humaine, très belle idée, sauf qu'il n'y a pas de marché. Il y a en fait deux immenses marchés à adresser, l'aquaculture et les animaux de compagnie. En aquaculture, pour avoir un ordre de grandeur, 30% de la pêche mondiale sert à faire de la farine de poisson pour alimenter les poissons d'élevage. Et donc, quand vous mangez du saumon, en général, il a été nourri avec de la farine de poisson sauvage et avec du soja. Donc, c'est deux cauchemars environnementaux. Donc, si à la place, on peut les nourrir à base de protéines qui ont été produites avec des larves d'insectes qui sont elles-mêmes nourries avec… Bon, décidément, connexion un peu douloureuse. Apparemment, ça saute, effectivement. Est-ce que tu peux un peu continuer, Oui, Maxime? L'enjeu, c'est qu'on a après, ça serait bien qu'on ait quand même quelques minutes. Bien sûr. Pour avancer un petit peu sur le deal, l'objectif en fait de la prise de participation de Mirova sur Agronutris, c'est les accompagner sur leur phase d'accélération et la construction de nouvelles usines, puisqu'ils avaient une première usine à Toulouse, expérimentale, et nous les accompagnons sur la construction d'une seconde usine qui est 6 à 7 fois plus grosse que la première, dans la région de Rethel en Alsace, et où on est assez confortable sur le business model, puisque à peu près 70% de la production de l'usine des 5 prochaines années a été vendue à des acteurs de la pisciculture, donc pour l'alimentation des poissons d'élevage. Donc 2 grands marchés, les poissons d'élevage et 2 les animaux domestiques. Marc disait qu'il y en a 1 milliard sur Terre, et donc l'idée ici est de créer des gammes sustainable à base de protéines d'insectes. Peut-être un petit mot très rapide sur l'autre deal qui vient de se lancer à l'écran, qui s'attache sur le pilier… Oui. Vas-y, Maxime, tu fais ça très bien. Vas-y. Désolé. Non, mais je t'en prie, on a la chance de t'avoir. Donc, enchaîne sur Vestac. Je viens de lancer la vidéo. Vestac, c'est… donc là, on va basculer dans un autre sujet. On va dans l'efficacité énergétique et la décarbonisation de la construction. Là, on va chercher à faire des immeubles entièrement en bois, jusqu'à 5 étages de hauteur. Ce faisant, en remplaçant le béton par le bois, vous économisez 2/3 des émissions de carbone à la construction. Vous avez un immeuble bien plus efficace en termes de consommation d'énergie. Et vous savez sans doute qu'il y a maintenant des nouvelles normes qui imposent aux promoteurs d'avoir des immeubles plus frugaux et émettant moins à la construction. Donc ça, c'est un driver important pour Vestac. En général, ces constructions en bois sont plus chères que la construction classique. Là, en fait, on a une fabrication modulaire où 85% de l'immeuble est construit à l'usine. Donc, on va construire les pièces entières à l'usine et on va les monter sur site, un peu comme un Lego. Ça va permettre de construire 2 fois plus vite qu'en construction classique, avec beaucoup moins de réserves, et donc de diminuer le coût significativement. En fait, en début 2022, on fabriquait un immeuble au même prix que le béton, et aujourd'hui, on est moins cher, parce que le bois a moins repricé que le béton. La spécificité de Vestac, c'est d'avoir développé tout un écosystème informatique qui part du logiciel de l'archi pour passer directement la commande à l'usine. Et aujourd'hui, on a une entreprise en très forte croissance qui vient d'ouvrir sa 2e usine grâce à la levée dans la région de Melun. Voilà. Je viens de lancer Naïo. Donc, Naïo Technologies, la 5e ligne du portefeuille. Là, on rebascule dans l'agritech. On va faire des robots agricoles autonomes avec des applications dans la vigne. C'est celui que vous avez à l'écran, dans les cultures maraîchères, dans la grande culture également. On va en fait remplacer un tracteur au gasoil par un robot électrique, donc moins d'émissions de particules. Vous avez un robot qui est beaucoup plus léger que le tracteur, donc vous pouvez l'utiliser beaucoup plus souvent. Là, le robot qui passe à l'écran, il plante en fait. Comme vous l'utilisez plus souvent, vous pouvez faire de la culture sans herbicide. Vous pouvez éviter, vous pouvez désherber mécaniquement en fait. Et en fait, étant moins lourd, il va aussi moins compresser les sols, donc ça veut dire que vous allez utiliser moins d'irrigation et donc moins d'intrants. Et globalement, un agriculteur, entre les gains qu'il va faire sur les intrants, l'eau et la main-d'œuvre, va amortir son robot en 3 à 5 ans. Très belle entreprise toulousaine, plus de 500 robots qui tournent dans le monde et on les accompagne dans leur accélération commerciale. Aujourd'hui, on a une gamme de à peu près 6 robots. Il y en a 2 autres qui vont s'ajouter, donc des petits, des gros, des viticoles, des maraîchers et des grandes cultures.
Et peut-être, Marc, parce que le temps est compté, un dernier exemple sur la décarbonation du transport maritime avec North Power, la société finlandaise que tu as rentrée récemment. Ouais, donc ça, c'est notre première deal hors de France. On va s'intéresser à réutiliser le vent pour réduire la consommation d'énergie du transport maritime. Vous avez 3 grandes technologies qui existent, les voiles, le kitesurf qui n'est pas encore mûr et le rotor de Flettner, qui est donc celle de North Power. C'est une très très vieille technologie, elle a été inventée en 1912. En fait, c'est le même principe qui fait qu'un ballon dans lequel vous allez donner un effet de rotation va avoir une trajectoire qui n'est pas droite. En fait, la turbine tourne sur l'effet du vent. En tournant, ça crée une surpression. Je crois qu'on a à nouveau perdu Marc qui va revenir. Effectivement, l'idée, c'était de dire qu'il y a une sur- et sous-pression qui se crée autour du rotor et qui permet au bateau d'avancer avec l'objectif d'avoir une économie d'émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 5 à 25% et avec un driver réglementaire, Marc en parlait beaucoup depuis le début du call, qui est extrêmement puissant en termes de business pour North Power, puisque aujourd'hui, l'ensemble des ports européens impose aux armateurs de s'équiper d'une tech qui va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et avec une ambition de croissance qui est très très importante, un dispositif qui peut à la fois se plugger sur les navires existants comme sur les nouveaux bateaux avec une approche de coût relativement maîtrisée puisqu'on parle d'à peu près 100 000 euros par rotor. Pas forcément de formation spécifique à avoir pour les équipes des bateaux équipés, une vingtaine de bateaux équipés aujourd'hui dans le monde, un carnet de commandes extrêmement visible avec plus de 125 à 130 bateaux en précommande pour les prochains mois et donc un accompagnement de Mirova pour accélérer le business de cette société. Je ne sais pas si Marc nous a rejoint. Il nous a peut-être quitté, peut-être définitivement, il reviendra. Mais en tout cas, merci d'avoir pris le relais, Maxime. Avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont remontées. Oui, il y a quelques questions. J'en ai peut-être une avant de prendre les questions qui sont effectivement sur le chat. Oui. Tous les deux, vous avez beaucoup parlé de régulation. Est-ce que donc il y a un enjeu pour vous de connaître un peu finalement où vous avez des équipes qui est de connaître quelles vont être les lois qui vont passer en ce sens vis-à-vis notamment du Parlement européen? Et c'est-à-dire vous faites finalement un investissement avant que la loi passe, mais parce que vous faites le travail nécessaire pour être un peu au courant des lois, parce que vous savez qu'après les règles du jeu changent. Vous avez une stratégie un peu plus passive à ce niveau-là, où c'est une fois que la loi a changé que vous décidez de faire ce targeting. C'est une très très bonne question et effectivement le driver réglementaire globalement sur la thématique de la transition écologique énergétique est extrêmement important et puissant aujourd'hui pour les actifs et tout ça ne se fait évidemment pas au doigt levé. Je rebondis sur ce que disait Marc tout à l'heure avec en toute humilité la puissance de Mirova aujourd'hui. Mirova c'est 200 collaborateurs aujourd'hui, une cinquantaine de collaborateurs historiquement dédiés sur des fonds de private equity et d'infrastructures de transition énergétique depuis 10 ans pour des investisseurs institutionnels. C'est plus de 30 personnes dédiées aux investissements en capital naturel, qui est l'un des piliers du fonds. Et c'est l'une des équipes les plus importantes de la place sur la partie recherche ESG. Il y a plus de 20 personnes chez Mirova qui sont dédiées à l'analyse extra-financière et sur les 20, vous en avez 8 qui sont dédiés au non-coté. Et c'est vraiment la combinaison de toutes ces personnes sur la partie analyse extra-financière et sur la partie purement gestion et la combinaison de tout ce savoir-faire qui va faire toute l'expertise et la connaissance qu'on a qui est très très fine sur chacun des piliers d'investissement que Marc a évoqué aujourd'hui. Donc c'est ça notre force. Marc évoquait son équipe tout à l'heure. Il y a cette équipe qui est dédiée à ce fonds en particulier, mais qui va graviter dans un setup de savoir-faire, d'expertise et humain qui est extrêmement profond, riche et historique chez Mirova depuis plus de 10 ans et qui va faire que chacune de ces personnes sont extrêmement spécialisées sur des pans très précis de nos économies, notamment sur les piliers que Marc évoquait, et qui va nous permettre d'avoir énormément de profondeur sur l'information qui peut émerger sur telle ou telle verticale d'investissement et permettre justement d'être présent en amont de cette approche réglementaire et d'y investir avant que la phase d'accélération et de forte croissance se positionne. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le condensé de l'expertise et de toutes les équipes de Mirova qui œuvrent sur ces verticales depuis maintenant plus de 10 ans.
Très clair. En début de présentation, on parlait un peu des objectifs de performance qui étaient fixés, qui Oui. étaient pour l'investisseur final de l'ordre d'un multiple de 1,9. Et en même temps, vous avez pas mal de recul puisque vous avez plein de fonds, c'est ce que tu mentionnais, avec une grosse expérience de l'investissement. Est-ce que ces objectifs d'investissement, ils sont alignés avec votre performance réalisée sur des fonds? C'est pas ce fonds-là, bien sûr, puisque ce fonds-là est en train d'être levé, mais plutôt sur vos fonds équivalents. Est-ce que les ordres de grandeur mentionnés matchent? Est-ce que si oui, vous pouvez donner quelques éléments? C'est quand même une donnée importante pour l'investisseur final, notamment qui Bien sûr, oui. Globalement, sur les piliers repris dans le fonds de marque qui sont historiquement travaillés pour le compte d'investisseurs institutionnels, comme on l'évoquait sur des fonds d'infrastructure de transition énergétique, sur des fonds de capital naturel. Il y a tout un track record qui existe pour des fonds qui ont été lancés et dont certains sont arrivés à échéance depuis 10 ans. Il y a, je crois, une preuve qui ne trompe pas dans la mesure où Mirova vient d'achever la levée de son 5e vintage sur toutes ces verticales de transition écologique et énergétique auprès d'institutionnels, un vintage qui fait 1,5 milliard de levée. Le premier qui avait été levé il y a un peu moins de 10 ans avait récolté 500 millions d'euros. Donc, on a des résultats qui ont été au rendez-vous. Et globalement, sur les verticales d'investissement du fonds évoquées par Marc, donc tout ce qui est ressources naturelles, tout ce qui est agrotechnologie, tout ce qui est efficacité énergétique, économie circulaire, eh bien, on a des TRI qui sont compris entre 8 et 12% historiquement pour les investisseurs, qui nous ont permis de calibrer effectivement les objectifs de rendement d'un fonds comme celui-ci, et cette double promesse combinée à la fois sur la recherche de rendement financier et à la fois sur la recherche d'impact. Et Marc l'évoquait également tout à l'heure de manière assez subtile, mais la puissance est telle de la thématique aujourd'hui que sur les 6 deals du portefeuille, bientôt 8, puisqu'on a 2 nouveaux deals qui vont rejoindre le fonds de Marc d'ici la fin du trimestre pour, je le rappelle, proposer aux investisseurs un portefeuille diversifié sur 25 sociétés. In fine, sur les 6 deals déjà présents en portefeuille aujourd'hui, il y a 2 deals dont on ne reprendra pas les noms, mais pour lesquels nous avons d'ores et déjà reçu des offres, des propositions de sortie à des multiples et aux multiples que l'on recherche à l'horizon des 5 à 6 ans, pour vous donner la puissance de fonds extrêmement importante sur la thématique aujourd'hui, et cette volonté par les industriels, qu'évoquait Marc aussi pendant sa présentation, bien de se doter de technologies de niche et d'élargir leur gamme de propositions de produits et de services. Donc voilà, on a tout un écosystème aujourd'hui, et ce que dit aussi souvent Marc, et qui est, je trouve, très important, c'est que il n'y a pas de martingale dans la thématique qui est jouée aujourd'hui dans cette transition environnementale. Néanmoins, on se rend compte d'une chose, c'est que toutes ces entreprises en lien avec la thématique, elles ont globalement un accès au financement qui est plus simple. Elles ont une capacité à recruter des collaborateurs qui est beaucoup plus importante. Il est plus facile aujourd'hui de recruter des gens qui ont cette volonté d'accélérer la transition que de faire de la finance pure et dure, par exemple. C'est plus facile de recruter des data scientists sur les sociétés du portefeuille que dans des banques aujourd'hui. C'est autant d'ingrédients qui vont rendre ces sociétés non pas totalement étanches à des cycles économiques qui pourraient être plus compliqués, mais qui en tout cas vont soutenir la croissance et la valorisation des actifs et nous permettre d'aller chercher les objectifs de TRI qu'on s'est fixés, puisque globalement ce que l'on disait, c'est qu'un multiple d'1,9 fois la mise, qui est le multiple recherché, qui est l'équivalent d'un TRI compris entre 10 et 13%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un client qui se positionne sur 100 000 euros aujourd'hui, on a la vocation chez Mirova de lui rendre sur un horizon de 8 à 10 ans à peu près 190 000 euros. Ça veut dire ça, cette notion de multiple et de TRI. Voilà. Je suis revenu, je suis désolé, j'ai vu dans les questions, sécuriser les webinaires, en tout cas, sélectionner des hôtels qui ont un Wi-Fi qui marche, ce serait une bonne idée. Oui, mais c'était fait avec beaucoup d'humour, bien sûr, de la part de Pierre. C'est pas mal pris du tout. Une autre, peut-être des questions justement du chat, et j'essaie de les regrouper par thématique, on essaiera de toutes les reprendre, bien sûr. Mais c'était une autre question de Thierry, la première portée sur la performance. Maxime vient d'y répondre. Sur peut-être un recap sur la durée de déploiement de ce fonds-là, avec le nombre d'années d'investissement. Est-ce qu'on peut un peu aussi donner ces informations? Le fonds, on a vocation on a 5 ans pour déployer le portefeuille.
entre autres le fait qu'il soit à 150 zéro-bétaire, hein, on prend l'engagement d'avoir un portefeuille compatible avec les critères du réemploi à 5 ans. Et on a 5 ans pour rendre, entre guillemets, pour faire les sorties. Donc, c'est un fonds qui va distribuer à partir de la 5e année et qui va avoir une période de désinvestissement qui durera au maximum 5 ans. Voilà, à peu près Très là. clair. Très clair, merci. Encore une question très précise, cette fois de la part de Pierre. C'est concernant justement vos choix d'investissement régionaux. Donc, tu mentionnais une certaine partie en France et en Europe. C'est un peu quelle est la raison de cette priorité d'investissement en France ou en Europe? Peut-être donner un peu de raison sur ces allocations. Il y a plusieurs raisons de nature différente. La première raison, c'est que sur les écosystèmes qu'on considère, il y a eu pas mal d'argent déployé en Europe et en France sur du capital risque. Donc, on a en fait un écosystème d'entreprises cibles qui est très riche sur ces territoires et qui nous permet de déployer naturellement le fonds. Et on pense que notre thèse d'accélération joue très bien sur ces territoires avec pas mal d'accompagnement. Il y a eu la communication sur la loi Industrie verte la semaine dernière, mais on voit qu'il y a un certain nombre de volontés de favoriser ce qu'on pourrait appeler les clean tech. La Commission européenne a clairement identifié que c'était une priorité pour elle. Donc, on voit qu'il y a une volonté de mobiliser des ressources pour faciliter le développement de ces entreprises. Donc, on trouvait que c'était une bonne idée pour nous d'investir sur ces territoires-là, en termes de thème d'investissement. On sait aussi que nos clients y sont très favorables. Donc, c'est parce que c'est aussi, je pense que ça parle quand on peut parler d'entreprises qui sont pas loin de chez soi, où on voit l'impact direct sur nos territoires. Et donc, par exemple, la surpondération aujourd'hui de la France au sein de votre investissement Europe, la surpondération de la France, elle est due à un besoin finalement des investisseurs finaux, parce que ça justement, c'est plus concret, ou c'est une question d'opportunité pour vous d'investissement, peut-être un mix des deux? C'est un mix des deux, c'est clairement un mix des deux. Pour ne pas se tromper, on est un tout petit peu français, on a peut-être un réseau plus puissant en France qu'ailleurs, donc on a une capacité de sourcing peut-être un peu meilleure, mais c'est vraiment les deux. C'est à la fois répondre à une demande de nos investisseurs et répondre aussi à un sizing des opportunités de marché. En agritech, la France est très leader, par exemple. En énergie propre, il y a beaucoup d'innovations qui ont été portées par la France. Donc, on a cette dualité qui explique la surpondération France par rapport à Europe. Et pour justement reprendre la question de Samy qui rebondissait sur les actualités justement en France et le fait que Emmanuel Macron parlait de justement essayer d'utiliser l'épargne des Français, donc des particuliers, notamment dans le private equity vert. Pour toi, Marc, c'est un effet d'annonce, c'est une réelle volonté politique qui s'inscrit dans la durée ou c'est plutôt un coup très court-termiste? C'est quoi je me garderais bien d'avoir une opinion. Si elle est favorable, tu peux la donner. Ce que j'observe, c'est que nous avons participé à l'élaboration de cette loi. Nous avons été consultés et nous avons senti de tous les interlocuteurs que nous avions vus, à l'économie, à l'industrie, à l'environnement, une volonté très forte, et évidemment au cabinet à l'Élysée, de combiner deux choses, réindustrialiser la France et favoriser les entreprises qui ont un impact environnemental positif. Donc, je pense que c'est un sujet de fond. Et ce n'est pas qu'un sujet français. J'étais dans une conférence il y a 3 mois maintenant, à Bruxelles. Vice-présidente de la Commission indique que c'est la priorité de la Commission sur les 5 années à venir. Donc, on sent qu'il y a une vraie convergence et qu'il y a un peu un niveau d'alerte parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont portées en Europe, issues des universités, issues de labos de recherche, et qui ont tendance à finir de l'autre côté de l'Atlantique
et il y a une vraie volonté d'accompagner l'investissement. Donc, je pense que c'est quelque chose de durable. Aujourd'hui, ce que je ne sais pas dire, c'est comment ils vont le traduire dans les faits. Et entre autres, on sait bien tous que… Alors, la réglementation permet maintenant l'accès des produits comme le mien à des clients privés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ce call aujourd'hui. Il y a le LTIF. On a une version presque en plus retail FCPR. Donc, en termes de packaging, de réglementaire, c'est facile. Qu'est-ce qui sera fait sur un plan fiscal? On sait que c'est un bon moyen d'accélérer ou de flécher de l'épargne des particuliers. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire réellement. Et pour l'instant, le projet de loi n'est pas d'une clarté absolue sur le sujet. Merci. Justement, tu as mentionné l'agrémentation LTIF, et c'était une question d'Antoine qui allait en ce sens-là. Donc, c'est le fonds et agrégé LTIF. Et donc, selon lui, donc, le minimum de souscription devrait être de 10 000 euros, et il constate que le minimum de souscription ici est de 100 000 euros. Est-ce qu'il y a une précision à apporter justement à ces propos? Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison sur les deux plans. Le minimum du règlement LTIF, c'est 10 000 euros, mais le minimum de notre fonds, de notre SLP, est à 100 000 euros. Pourquoi? Parce que je pense que Mirova, c'est son premier fonds vraiment retail private equity, et on souhaitait garder une taille de ticket pas trop petit pour être sûr qu'on savait bien gérer. Mais c'est pour ça qu'on a rajouté par-dessus un feeder FCPR qui, lui, a un ticket minimum de 10 000 euros. Donc, c'est un choix de structuration chez nous pour éviter d'avoir… Nous, notre message aussi qui est important, c'est que parfois les sociétés de gestion, ils fabriquent un produit pour le retail, et on a pu voir dans le passé que c'est peut-être des produits qui ont des qualités un peu dégradées par rapport à des produits institutionnels. Nous, le produit auquel vous accédez, c'est le produit institutionnel. C'est exactement la même stratégie, c'est exactement les mêmes investissements. Les privés et les institutionnels sont dans la même SLP. Voilà. Donc, il n'y a pas de dichotomie dans la stratégie. Simplement, les institutionnels aussi ont besoin d'être éduqués. Et donc, en mettant un ticket minimum à 100 000 euros, on évite d'avoir un trop grand nombre de porteurs, on va dire privés, directement dans la SLP. C'est pour ça qu'on l'a structuré comme ça. Je dirais le détail motorisé est fait au niveau du FCPR. Très clair. En tout cas, merci beaucoup à toi, Marc. Merci beaucoup à toi, Maxime, d'avoir de temps en temps pris le relais. Mille excuses pour ces bugs techniques. Avec plaisir. On a pu quand même s'adapter. J'espère pour ceux qui étaient là, ça a aidé. Ça permet aussi de bien se projeter sur l'impertinence d'un investissement justement à impact au sein du private equity. Une question de Laurent sur la rentabilité relative du secteur PE en Europe par rapport aux US. Ah, pardon, exact. Je pense qu'il y a deux aspects que j'aimerais souligner. Il y a eu un bull market très fort en PE depuis assez longtemps. Donc, avec éventuellement des effets de change qui ont été assez favorables aux PE américains, peut-être pas forcément être le cas dans les années futures. Nos camarades américains, quand ils marketent leurs fonds, n'ont pas exactement les mêmes contraintes réglementaires que les nôtres, ni même la même prudence que nous. Nous, on est, je pense, assez prudents dans notre marketing. Donc, on affiche des rendements qu'on a vraiment un très fort niveau de confort qu'on peut délivrer. Je ne vous ai pas parlé. Dans le KID, vous avez 4 scénarios. Nous, on vous parle du scénario moyen et pas du scénario le plus favorable. Les Américains, ils ont tendance dans leur pitch à parler du scénario le plus favorable. Ils ont aussi tendance à parler de performance brute et pas de performance nette dans leur pitch. Nous, on vous parle de performance nette. Donc, il faut un peu faire le tri quand on regarde les performances des fonds US et de quoi parle-t-on réellement. Voilà, si vous m'autorisez. Non, mais c'est vrai que j'avais oublié de poser. Donc, non, mais je me permets, mais voilà.
Non, mais c'est important, effectivement. Il y a la communication et après, il y a la réalité. Derrière, ça peut ne pas être exactement la même chose. Donc, encore une fois, merci à tous les deux. Merci à ceux qui étaient là pour le chat. Si vous avez des questions, nous, on fera en sorte de reprendre la main. Si c'est des questions spécifiques, bien sûr, à Mirova, on fera en sorte de faire la mise en relation, notamment si c'est des questions dont on ne connaît pas exactement la réponse et qui sont liées aux investissements plus spécifiques de Mirova. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.